Le féminisme n'a pas toujours bonne presse dans notre société. Peu m'importe l'étiquette que l'on mettra sur notre émission. Moi, ce que je veux, c'est nous sentir mieux représentés dans les médias français. Et quand je dis nous, je parle des femmes. Je veux nous voir, je veux nous entendre, je veux nous reconnaître en France, dans les médias aujourd'hui. Et c'est pourquoi Ovaires sur Canapé a la joie d'accueillir aujourd'hui 3 femmes exceptionnelles et différentes. Christelle Gauzet, ex-fonctionnaire de police rattachée à la sécurité des personnalités, a remporté l'émission Koh-Lanta en 2008. Elle a depuis créé la société Défidèle, D-E-F-I, plus loin, D'-E-2-L-E-S, qui a pour valeur le partage, le woman empowerment, le plaisir et l'audace au travers d'événements sportifs uniques au service des femmes. Véro Mucré-Rouvérolis est scénariste, productrice et réalisatrice. Elle est tombée dans le show business à l'âge de 5 ans. Elle a commencé comme comédienne, chanteuse, danseuse aux côtés de Joséphine Baker. Lily Oz est autrice, compositrice, interprète. Elle signe son premier album, Révolution, dont elle nous interprétera tout à l'heure un titre en live. Elle est également chroniqueuse et propose depuis 2 ans ses réflexions philosophiques et spirituelles sur YouTube avec ses chroniques Sagesse de Vénusienne. Alors, merci à toutes les 3 d'être là avec moi. Christelle, qu'est-ce qui t'a poussée à créer ce défi pour les femmes ? Eh bien, j'étais participante de raids multisports pendant plusieurs années, 8 ans. Et j'ai eu envie d'organiser mon premier raid féminin au bassin d'Arcachon, parce que je suis de là-bas, et j'avais envie de faire découvrir ce coin magnifique. Je vous invite d'ailleurs à venir sur ce coin magnifique. Et donc j'ai organisé mon premier raid en étant flic aussi en parallèle. Quand j'étais flic au service de la protection des personnalités, je travaillais 1 semaine sur 2, ce qui me permettait donc la semaine en vacances de pouvoir organiser cet événement, de le préparer. Et je me suis trouvé une réelle passion à organiser cet événement. Et c'est surtout le retour que j'ai eu des femmes qui m'a donné envie de continuer. Parce que les femmes entre elles, elles sont hyper solidaires. On a envie de nous faire croire le contraire depuis toujours, que les femmes entre elles sont jalouses, sont mesquines. Et c'est vraiment pas ce que je perçois dans mes raids, au contraire. Et cette solidarité et ce dépassement de soi, cette force en fait qu'ont toutes les femmes, bah, ça m'a donné envie d'organiser donc des événements tout le long de l'année en France et à l'étranger pour ces femmes et qu'elles se sentent capables de faire plein de choses et de changer un petit peu le regard qu'elles avaient sur elles et de leur vision de la vie. Alors je ne dis pas que ça change vraiment complètement la vie, pour certaines oui, mais disons que c'est un plus. Elles reviennent chez elles un peu plus fortes. Et là j'aborde le sujet du raid en Laponie que j'ai organisé dernièrement. Je continue de parler, hein, c'est pas grave. Mais... Oui, continue de parler, t'es là pour ça. Ouais, on coupe pas, on a le temps et on est bien et on t'écoute. Elles m'ont toutes stupéfaites. J'ai amené 120 femmes en Laponie, il faisait moins 30 degrés. Toutes n'étaient pas hyper sportives non plus, parce que quand je dis aux femmes, vous pouvez faire mes raids, vous avez le droit de marcher. Et ça, dans les compétitions, on n'a pas à l'idée de marcher. Ouais. On peut mettre 4 heures, c'est pas grave. Le but, c'est de terminer et de se sentir forte de ça. Et elles ont toutes réussi, personne n'a abandonné. Pourtant, il y a eu des nez gelés, il y a eu des engelures. Elles étaient toutes congelées, mais alors personne n'a perdu de doigts, ni de nez. Très rassurant. Et toutes, reviennent pleines de force. Et elles sont aussi des héros au sein de leur famille, parce que j'essaye toujours de médiatiser mes événements, justement, pour qu'on parle d'elles, pour qu'on parle des femmes. Ouais. Donc j'ai eu 50 minutes Inside sur TF1, qui a fait un reportage de 12 minutes sur le premier raid en Laponie il y a 2 ans. Là, cette année, j'ai eu Vital Mag, la presse féminine, mais aussi les JT. Et les femmes, quand elles rentrent après chez elles sont vues comme des héroïnes. Et ça, c'est ma motivation, c'est de donner cette force-là à ces femmes. Et tu sentais en fait, donc tu es quand même ancien flic, ancienne flic, ouais. Donc j'imagine que les traces de l'hégémonie masculine, c'est pas que des vagues souvenirs au niveau de cette profession. Ça a été marquant pour moi. Alors j'ai toujours voulu montrer que les femmes étaient aussi capables que les hommes dans tous les domaines. Alors j'ai fait ce métier de flic parce que mon papa était flic. Et je me suis rendu compte que les femmes n'avaient pas une super reconnaissance aussi dans ces métiers. Alors je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais surtout dans le service où j'étais, le service de la protection des personnalités, où la force est mise en premier lieu.
Bah, une femme, elle est moins considérée qu'un homme. Et c'est triste parce qu'on n'a pas besoin de force pour maîtriser une personne, il suffit d'avoir les bons gestes. Et là, je pense à mon maître de tai chi, Voilà. qui est tout petit et qui effectivement peut mettre au tapis des grands costauds. Exactement. Puis moi, j'avais aussi une spécialité, c'était la conduite. On dit souvent que les femmes, elles ne savent pas conduire. Eh bien, J'adore entendu beaucoup dire. Venez avec moi. J'ai passé des stages de conduite rapide, des stages anti-agression, c'est un niveau au-dessus. Pour passer ce stage anti-agression, il faut avoir réussi le stage de conduite rapide, ce que j'ai fait, et certains hommes ne réussissent pas. Ouais. Et donc j'ai validé tous ces postes-là et je suis fière de ça. Et je suis fière aussi de ma deuxième partie de vie. Voilà, je suis contente d'avoir essayé d'être présente en tant que femme au niveau de la police. Ouais. Il y a du chemin à faire encore et j'incite toutes les femmes qui veulent faire ce métier ou d'autres métiers d'hommes à le faire. Et j'incite tous les hommes aussi qui veulent faire des métiers de femmes à faire des métiers de femmes. Alors, ce sont des marqueurs sociaux, en fait, parce que du coup, c'est un héritage. En fait, il y a des métiers d'hommes, il y a des métiers de femmes. Alors, tu le dis, on pense que c'est une question de force physique. Tu dis non, c'est pas seulement une question de force physique, c'est une question de tempérament finalement, une question de confiance peut-être aussi et de s'affirmer quoi. Les marqueurs sociaux, c'est des choses en fait culturellement, ça démarre très très vite, à la naissance en fait. Comment dire, on attend certaines choses de nos enfants, qu'on en soit conscient ou pas, filles, garçons, les couleurs évidemment, les jeux, ce qu'on envisage de faire aussi plus tard avec nos enfants. Voilà, ce qui est sûr c'est que c'est encore vraiment présent, mais on pose beaucoup la question aujourd'hui là-dessus. Oui, tout à fait. Et voilà, des exemples comme les tiens montrent qu'on peut tout à fait s'en affranchir. Toi, Lily, je pense que tu es docteur, hein, c'est bien ça? Alors, docteur, doctoresse Docteur, on dit docteureux. Docteureux, ok. Ouais, en sciences de l'information, de la communication, pas du tout en médecine. Hein. Ouais, docteur en sciences de l'information et de la communication. Voilà. Et là-dessus aussi, donc, tu as des choses peut-être à nous dire? Oui, bah c'est vrai que moi j'ai entrepris un grand virage puisque j'ai effectivement une formation, je dirais, d'intello, tu vois. Mais je me suis rendu compte, parce que j'ai été invitée dans de nombreux médias, moi je suis spécialiste du fanatisme, donc c'est un sujet quand même qui a été d'actualité, qui est d'actualité, même s'il l'a toujours été. Hein. Ouais. Mais c'est un sujet de société important, finalement, qu'on aborde assez peu d'ailleurs, il faut le souligner. Et en tant que femme, j'ai observé que c'était compliqué d'avoir accès justement à cette dimension de réflexion. Être une femme qui représente quelque part, qui est dans la puissance intellectuelle, et j'emploie bien le mot puissance parce que je pense que c'est la puissance du féminin qui est aujourd'hui, qui pose problème aujourd'hui. D'accord. Mais quand je dis la puissance du féminin, j'entends pas une puissance justement à la manière d'un homme, mais la puissance de ce féminin créateur, de cette sagesse, de cette vision différente qu'ont les femmes, de la vie, en fait, des problématiques qui se posent à nous, des enjeux même d'aujourd'hui. Et c'est vrai que, en tant qu'intellectuelle au départ, butant un petit peu contre cette difficulté à trouver de la visibilité, tout simplement, médiatique, je me suis tournée vers l'art, tu vois, vers la musique. Et alors, tu dis la puissance féminine et la difficulté à trouver finalement un écho médiatique, tu dis que ça fait peur, hein, tu penses? Il y a très peu de... Je pense que si on observe ce que représente une femme intellectuelle, tu vois, dans les médias, finalement, je pense que la majorité des femmes qui sont des femmes de réflexion sont des journalistes. Il y a très très peu de chercheuses connues, tu vois, qui ont accès à cette réflexion. Alors ceci étant dit, c'est vrai que la réflexion d'une manière générale intéresse peut-être de moins en moins à notre époque, mais tout de même... C'est une autre question. Mais tout de même, il faut quand même constater qu'une femme intelligente, ça fait peur. Une femme qui réfléchit, ça fait peur. En fait, on est dans des stéréotypes où la femme doit être vulnérable parce qu'on a défini la virilité comme étant une posture masculine vis-à-vis de la femme, tu vois, une posture de domination vis-à-vis de la femme, ou même de protection aussi. Hein. Et donc une femme finalement indépendante, qui s'assume, qui s'entreprend, et alors, qui en plus réfléchit, alors là, il y a de quoi faire fuir, je crois, tous les hommes. Est-ce que c'est vrai encore aujourd'hui? Est-ce que vous rencontrez encore cette problématique, Véro? Toi, dans tes métiers de réalisatrice, de scénariste, de productrice? Au niveau de la créativité, c'est très très fort. Alors, tant qu'on est dans des domaines simples, tranquilles, etc., où il n'y a pas énormément d'argent,
il n'y a pas de problème. Mais quand tout d'un coup on est dans des secteurs où on doit manier beaucoup d'argent, on doit être leader, manier aussi pas mal de gens, fédérer des gens, être le chef, voilà, la chef, etc. Alors là, c'est un petit peu plus difficile. Mais moi, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Parce que pour moi, d'être une fille et créatrice, c'était normal, c'était naturel. Comme tu as dit tout à l'heure, j'ai commencé moi à l'âge de 5 ans. C'était Joséphine Baker, donc c'était déjà un modèle. Ouais. Je voyais toutes ces femmes magnifiques qui dansaient, qui chantaient. C'était complètement magique. Et les femmes étaient très très bien perçues à cette époque-là. Donc je ne me suis pas du tout posé la question, être une femme, c'est quoi, etc. J'ai grandi comme ça, avec cette créativité qui était en moi. Et tant que j'étais petite, c'était facile. Et tu dis les femmes étaient très bien perçues à cette époque-là, c'est-à-dire Oui. les femmes créatrices, les femmes qui allaient de l'avant, Oui. Qu'est-ce qui était mieux perçu? En fait, c'est pratiquement quelques années après l'après-guerre, donc tout était remis en question. Donc moi, j'étais toute petite, mais tout avait un sens. La créativité est très, très forte. Il n'y avait pas de tabou du tout, puisque les gens faisaient de la musique partout, dansaient partout, créaient des chansons. On pouvait faire ce qu'on voulait, en fait. La plupart des gens pouvaient faire ce qu'on voulait. Donc moi, mon père, il était musicien, donc voilà, c'était une sorte de move comme ça qui m'a transmis naturel, comme ça. Et puis, mais en tant que créatrice, pour moi, c'était normal. Donc j'étais danseuse, chanteuse. C'était normal d'être chanteuse, danseuse, surtout en plus quand on est noire, c'est encore plus normal d'être chanteuse, danseuse. Merveilleux. On est sur les clichés. Ah mais vraiment c'était ça, parce qu'à chaque fois que quand j'ai commencé à être réalisatrice, on me disait toujours ah vous chantez, vous faites ceci. Je dis oui aussi je fais ça, mais je suis réalisatrice. C'est quoi? Ah ouais, d'accord. Non, attends, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est un autre. Parce qu'il y a aussi le fait d'être femme en France qui est difficile, mais aussi le fait aussi d'être noire femme en France et créatrice et leader. Voilà. Alors c'est une double difficulté. Oui. Mais comme je t'ai dit, je ne m'en suis pas du tout rendu compte tout de suite. Pour moi, c'était normal. Donc, tant que j'étais chanteuse et danseuse, ben voilà, c'était normal. Tout le monde trouvait ça très bien. J'avais beaucoup de travail, c'était pas un problème. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, je veux réaliser mon rêve de toute petite. Alors, c'est d'être réalisatrice, d'écrire. Et c'est là que les choses ont évolué d'une autre façon. Mais je n'ai pas compris tout de suite. Pas du tout. C'est-à-dire, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'est-ce qui se passait. Parce que j'ai réalisé un court-métrage, eh ben, il n'y avait que pratiquement des hommes, etc. Ça a été difficile de s'apposer parce que tout le monde, tu n'as pas la parole, tu sais, ta parole, elle n'est pas forcément véritable. Quand tu dis quelque chose et que tu affirmes quelque chose, bon, typiquement, même encore aujourd'hui, moi je le vis aussi dans les métiers que j'ai pu exercer. Je pense que vous avez la même expérience que nous. Un homme PDG autoritaire, voilà, c'est tout à fait admis. Une femme, c'est une femme bossy, quoi. C'est une femme qui en fait trop. C'est une femme limite, elle va être très vite taxée d'hystérie. Moi, je sais que quand j'ai démarré en mise en scène, il fallait que je mette des petites fleurs à la fin de toutes mes phrases. Là aujourd'hui, je peux fouetter mon équipe sans problème. Comment on trouve ça tout à fait légitime. Oui, mais ce qui est dommage, si je peux me permettre sur ce point, tu vois, c'est que justement, on va inciter les femmes à être dans une forme de puissance masculine, tu vois, d'imitation. Je ne sais pas si je prends les femmes tu vois, de pouvoir, comme Angela Merkel, par exemple. On ne peut pas dire qu'elle soit un modèle de féminité. Ah, pourtant, elle a une super équipe. Elle a une super équipe modèle de femmes, douceur. Mais, oui, mais voilà. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut conscientiser que c'est pas que la femme qui est aujourd'hui finalement discréditée, c'est le féminin. Et même le féminin chez l'homme. Parce que l'homme a une part de féminité. Hein. On n'est pas les seuls à avoir ce féminin. Bien sûr, le féminin est à l'intérieur de chacun et le masculin aussi est de chacune. Et donc, dans la société, on valorise essentiellement des valeurs masculines. Oui. Donc cette intuitivité, cette créativité, cette sagesse aussi du féminin, tu vois, qui est finalement cantonnée dans les oubliettes du foyer, où ça va se transmettre en secret, mais cette spiritualité de la femme, tu vois, cette valorisation du lien, cette envie d'aller vers la vie. Je pense qu'après la guerre, ce qui permettait ça, c'est qu'on avait été dans des étapes, des années de destruction, et que tout d'un coup, il y avait un besoin de retourner vers la vie. C'est le féminin qui nous porte comme ça,
vers l'autre, en fait, vers Le féminin en l'extériorisation. chacun Oui, et chacune. oui. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est en fait que toutes les femmes ne sont pas forcément des femmes douces et on n'est pas obligé de sourire en permanence. Et dans les postes où on a des responsabilités, parfois, on n'est pas en train de sourire parce qu'on est occupé. On est occupé à diriger et que diriger, c'est OK. Même pour une femme et même quand elle dirige sans sourire. Parfois parce que c'est simplement pas le moment de sourire. Et c'est en fait de ça dont je voulais parler. Alors oui, peut-être qu'en effet, ça, c'est reconnu, entre guillemets, socialement comme des valeurs masculines. Pour autant, moi je dis qu'elles sont en chacun et en chacune de nous, c'est ça en fait. Et au-delà de ça, alors je suis tout à fait d'accord avec toi, accueillir effectivement ce féminin-là aujourd'hui, je pense que c'est ce qui est en train de se faire, effectivement plutôt dans les côtés de la spiritualité, mais là où je rejoins vraiment Véro et je le vis aussi en tant que scénariste, c'est cette difficulté à exprimer en fait une parole, une narration qui ne soit pas suivant des codes masculins. Alors ça peut-être aussi dans le sens de ce que tu Absolument. dis. Et tu vois, toi-même d'ailleurs Christelle, tu as ouvert quelque chose aussi. Tu as ouvert quelque chose parce que du coup tu dis oui, là, est-ce qu'il y a vraiment de la place pour les femmes même dans cet espace-là que toi tu occupais. Et du coup, c'est un peu cette question que je pose là aujourd'hui. Ben moi, je pense qu'aujourd'hui, pour qu'il y ait beaucoup de place pour les femmes, il faut déjà que on ose le faire, on ose créer, on ose monter des entreprises, on ose aussi se dire qu'on peut gagner de l'argent parce que la plupart des femmes, par exemple, la plupart des scénaristes, des premières réalisatrices, c'est elles qui ont tout créé, il faut le savoir. C'est-à-dire que la première scénariste, les hommes ne faisaient pas de scénarios, ce sont les femmes qui ont écrit les premiers scénarios. Tiens donc. Oui, c'est les femmes qui ont créé le premier cinéma, qui ont créé des histoires d'aventure, etc. Parce qu'en fait, dans les années du début du cinéma, les hommes ne voulaient pas faire ça parce que ça ne les intéressait pas, parce que c'était pas encore un truc, c'était vraiment du jouet. Voilà. Et donc les femmes allaient surtout aux États-Unis, les femmes pour trouver du travail, elles n'en trouvaient nulle part. Donc ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles allaient chercher du travail pour faire des films à Hollywood, parce que personne ne voulait faire des films à Hollywood. Et ceux aussi qui voulaient, les personnes qui ne pouvaient pas trouver de travail ailleurs. Par exemple, on se demande pourquoi la plupart de la communauté juive a beaucoup travaillé dans le cinéma. C'est parce qu'aux États-Unis, par exemple, au début d'Hollywood, personne ne voulait les embaucher. Donc là où ils pouvaient trouver du travail, c'était dans le cinéma. Et les femmes, elles ont tout créé. Elles ont créé le début du cinéma, des histoires absolument extraordinaires. Elles ont créé les premiers longs films, les séries, etc. C'est elles qui ont fait ça. Et après, quand il y a eu la répression et que ça commençait un petit peu bien marcher, les hommes se sont mis à commencer à se dire non, qu'est-ce qu'elles foutent là, non, ça commence à bien marcher, nous on a besoin de travailler, normalement elles devraient être au foyer, etc. Là où elles n'ont pas compris au départ les femmes, c'est qu'elles n'ont pas pensé à gagner de l'argent. Parce que gagner de l'argent, on n'était pas dans un modèle où les femmes étaient censées gagner de l'argent. On a hérité d'une culture avec la loi Salic où les femmes n'avaient pas le droit en fait d'avoir une représentation civique, elle n'avait pas le droit à posséder quoi que ce soit, elle n'existait que en référence à un homme en fait. Donc et ça c'est quand même des choses, je veux dire, dont on s'est affranchi très progressivement au XXe siècle. Donc en réalité, la mentalité aussi dont on a hérité, c'est peut-être un peu celle-là quoi. Alors oui, effectivement, il faut oser, il faut créer, il faut y aller quoi, il faut ouvrir. Il faut prendre parole. Voilà. Je pense que c'est très important moi c'est ce que j'essaie de faire aussi avec mes chroniques, qui sont finalement une espèce de témoignage de ce que je pourrais appeler la sagesse féminine, qui est aujourd'hui complètement délitée, oubliée. Aujourd'hui, de la sensibilité, l'intuition, l'intériorité, le lien à l'autre. Finalement, c'est vu comme de la faiblesse encore. Tu vois, encore aujourd'hui. Il y a on trouve ça normal de partir en guerre, tu vois, par exemple. On attend ça d'un chef d'État qui parte en guerre s'il y a une attaque quelconque. Il n'y a pas de...
l'idée qu'on peut être sensible, être dans l'empathie, dans la réflexion, dans la sagesse, Ah oui, dans ce cette serait gestation totalement intérieure. décalé par rapport, enfin, on pourrait jamais imaginer qu'un chef d'État doive être dans l'empathie ou dans Oui. oui, dans la réflexion. Même émotion, dans l'émotion, tu vois. Alors- Si on prend, comment il s'appelle, je veux Oui, juste oui. faire la différence entre le pathos, tu vois, où le pathos, là, on va surjouer le caractère dramatique, émotionnel pour jouer d'une manière sur cette corde-là. Mais je parle simplement de la vraie émotion, tu vois, de la sincérité. Ces hommes politiques qui nous gouvernent sont complètement... Enfin, on est presque dans la psychopathie parfois. Hein. Enfin, je veux pas dire, mais il n'y a aucune expression. On est dans une espèce de maîtrise, de contrôle total. Que ce soit homme ou femme, d'ailleurs. Ah mais alors là, Ouais, là c'est si on parle de ouais, politique, c'est la pour ça, politique un c'est peu quelque compliqué. chose qui est vraiment, C'est du enfin théâtre. ça fait vraiment oui. Et là ça serait sur un sujet. Alors je sais pas exactement si vraiment c'est un héritage du patriarcat. Ce que je veux dire c'est que oui, la politique a largement été investie par les hommes. Bien entendu, les Mais femmes le n'avaient charisme, absolument dans pas l'histoire. le droit à exister. Donc de toute façon, elles n'avaient pas le droit d'exercer une fonction publique. Hein, bon voilà. Effectivement, il y a une époque au XVIIIe siècle où en fait on a commencé à distinguer la raison des émotions. Mais jusque-là, en fait, les émotions œuvraient au service de la raison. C'est-à-dire que les émotions étaient une information, elles délivraient des messages et les philosophes, les médecins utilisaient en fait les émotions pour pouvoir que ce soit diagnostiqué ou raisonner. C'est-à-dire que les émotions, loin d'être stigmatisées, fustigées, mises de côté, elles étaient notifiées, utilisées. Bien voilà. sûr, c'est Alors, un outil. effectivement, à partir du XVIIIe siècle, il y a eu quelque chose qui s'est opéré. La raison d'un côté, les émotions de l'autre. On a mis les hommes du côté de la raison et les femmes du côté de l'émotion. Les émotions n'étant pas les bienvenues. Effectivement, alors, bon, c'est vrai que moi, je ne suis pas spécialiste en politique. Hein, je peux pas... mais c'est Non, mais sûrement... moi qui suis spécialiste oui. du charisme, pour le coup, la question du charisme au féminin est une vraie question. Ouais. Et d'ailleurs, au cinéma, c'est toujours une problématique aussi. Comment on écrit une femme charismatique ? Ben moi, je pense que pour écrire, on n'a pas besoin d'écrire une femme charismatique. On écrit simplement ce qu'on est. On n'est pas forcément charismatique. J'ai pas non plus envie de venir me dire, je dois être une femme forte, je dois être une femme exceptionnelle. C'est toujours le côté, j'ai envie d'être une femme tout simplement, avec mes défauts, avec mes qualités, avec ma sensibilité. J'ai envie de la propager en tant que réalisatrice, en tant que productrice ou même en tant que femme, simplement dans la vie, la manière dont on est en relation avec les autres. En tant que créatrice, moi je dirais simplement, si on veut pouvoir être entendu, il faut qu'on prenne les devants, il faut qu'on se prenne en charge. Il faut qu'on n'attend pas du tout que ces messieurs nous prennent en charge, nous disent oui, c'est pas ceci. Il faut se prendre en charge soi-même. Il faut dire, ben voilà, je vais monter mon entreprise, je vais monter ceci, je vais monter cela. Et puis, c'est moi qui la monte, quoi. Puis, avec ma sensibilité, avec ce que je suis et tout. C'est juste ça. Être une femme, c'est quoi? C'est être toi, moi et toutes les autres femmes qui sont sur cette terre. Qu'on soit de cette culture ou une autre, on est des femmes, c'est tout. Et puis après, ben, on se lance dans ce qu'on aime, dans ce qu'on a la passion de quelque chose. Et ben, on se lance, on y va, et puis on se dit pas. Il faut arrêter de se dire finalement, je suis une femme, je peux pas le faire. En fait, si je suis une femme, je peux le faire. Ouais, Je sais pas qui c'est, l'idée du raid des Tout le monde est fidèles. capable. C'est vraiment l'idée du pas raid sûre. des fidèles. Oui, Le toutes raid les des femmes sont fidèles. capables. J'ai Je bien crois que envie de c'est- le faire. Oui, mais moi je t'avais J'ai dit vraiment d'ailleurs, je t'ai dit je Sans serais problème. jamais capable de faire ça. J'ai regardé, j'ai fait ah là là, c'est un Non, truc que c'est je pourrais faux. jamais Puis en faire. plus- Et tu m'as répondu voilà. Oui, non, mais il ne faut pas me dire ça, moi. Il ne faut pas Voilà. me dire je ne suis pas capable. Voilà. Parce que du coup, je vais avoir vraiment envie de t'amener sur Oui. mon raid et te montrer que tu Oui, es c'est capable. Après, non, sur les raids, nous aussi, on soutient une belle cause. J'ai oublié d'en parler. Non, mais on allait y qui venir. est Voilà. Ouais. Keep a Breast, Ok. Check Yourself. En fait, on sensibilise les femmes à l'autopalpation. C'est pour les cancers du sein. Donc, une femme sur 8 sera atteinte d'un cancer du sein et est atteinte d'un cancer du sein. Et 40% des détections, donc autopalpation, détectent donc des tumeurs, mais il n'y a que 40% des femmes qui s'autopalpent. Oh, ok. Et c'est pas assez. Voilà, c'est Ça, je fais simple. tous les matins. Le Check Yourself, Ouais. ben voilà, une fois tous les par matins. mois, en fait, il y a une application gratuite Ok. dans plusieurs langues pour voilà, montrer comment s'autopalper.
Donc ça, c'est vraiment la cause que je soutiens sur tous les raids. L'application s'appelle Check Yourself. Check Yourself. Voilà. Donc l'application Check Yourself pour apprendre à détecter soi-même en fait si on a ou non. Donc, ou non, chaque mois, voilà, vaut mieux, faut connaître sa poitrine tout simplement. Il faut pas avoir honte de le faire. Bah non, mais c'est vrai, ça aussi c'est un sujet. Mais c'est ça aussi en fait cette émission, c'est ça aussi, c'est se connaître. Il faut qu'on arrive à se connaître, à nous connaître en fait. Et comme tu dis, il n'y a pas une femme, il y a des femmes, voilà. Donc il y a des manières d'être, des manières de dire, des manières d'agir. Et là, c'est encore vraiment une manière extraordinaire de le prouver. On parle beaucoup des femmes, qu'elles doivent être fortes, qu'elles doivent être femmes et faire ce qu'elles ont envie. Mais je pense que les hommes aussi, il ne faut pas les oublier parce qu'ils sont enfermés dans une virilité qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas choisi ce mode-là. Et ils ont des sentiments, et ils ont peut-être envie de pleurer parfois. Et on leur refuse de par cette virilité, tu dois être un homme, tu dois être fort. Ouais. Et donc, il faut aussi leur ouvrir la porte sur ce côté-là. Ouais. Ouais, non, il y a énormément de choses à dire. Soyez humain, réhabiliter le féminin chez l'homme aussi. Absolument, parce qu'un homme qui pleure, tu vois, on va le stigmatiser, on va dire qu'il est faible. Tu vois, c'est ce féminin, c'est être vu comme faible. Un petit bébé qui se fait mal, il va pleurer. Oui, c'est un héritage qui devrait être dépassé aujourd'hui. C'est quelque chose. Voilà, il y a du féminin dans l'homme et il y a du masculin dans la femme, et c'est vraiment. Et c'est pour ça que voilà, cette émission, il y aurait tellement de choses à dire, et j'espère qu'on pourra vraiment en refaire d'autres et vous réinviter pour que vous puissiez à nouveau vous exprimer. Ça va être le moment du set musical live. Lily Oz, ici présente, donc va nous faire le plaisir de nous interpréter une chanson. Comment s'appelle la chanson que tu vas nous interpréter? Ça s'appelle La Magie. La Magie. C'est La Magie, l'âme. L'âme agit. J'adore. Merci. Tu cherches toute ta vie la réussite à tout prix, et tu cours en oubliant de vivre ces jours, obsédé dans ta quête, insatiable conquête. Tu vis en dehors d'ici, mais ne vois-tu pas que la magie est là? Mais ne vois-tu pas, la magie, c'est ici. Tu voudrais encore plus, tu voudrais du bonus, mais c'est le moment de prendre le temps. Aveuglé par l'éclat, tu te perds au-delà de toi, en dehors de toi. Mais ne vois-tu pas que la magie est là? Mais ne vois-tu pas, la magie, c'est ici. C'est l'amour que tu fuis, mais c'est aujourd'hui qu'il faut vivre ta vie, empêché par la peur d'embrasser le bonheur. Tu vis en dehors d'ici, mais ne vois-tu pas que la magie est là? La magie, c'est ici. Wow, bravo, merci, c'est magnifique. Merci beaucoup Lily Oz. Merci. Alors, donc cette chanson,
Cette chanson fait partie d'un album, je crois. Oui, elle fait partie d'un double album en fait de 24 titres. L'album s'appelle Révolution, Révolution. avec un accent circonflexe sur le E. Voilà, c'est un rêve, un voyage en fait. Voilà, et l'album va bientôt sortir, il n'est pas encore sorti, on est en train de réfléchir comment on va le sortir, dans quelles conditions et en quel timing. Voilà. Ok, en attendant, on te suit, on l'a bien compris, sur les réseaux sociaux, sur ton site internet dont on a parlé tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Alors, à vous. merci à tous de nous avoir suivis pour cette 3e émission d'Ovaires sur Canapé. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, liker, partager, tweeter, retweeter. Si vous voulez nous soutenir pour nous aider à continuer cette magnifique aventure, il y a un petit lien sous la vidéo qui s'appelle Tipeee. Vous cliquez et on va vous expliquer comment faire. Voilà, je remercie mon sponsor Lunéal, la Cup Lunéal qui fait beaucoup de bien aux femmes, et je remercie le studio SACD. Merci à toutes mes invitées, merci à vous, à bientôt. Merci d'être venus.